Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la question épineuse de leur réponse au double putsch des militaires maliens et le progrès des réformes institutionnelles sont débattus par les 15 dirigeants ouest-africains à Accra. Patrice Talon a pris part à cette réunion à suivre la rencontre. Le compte-rendu. Sur la ligne de départ de la course au diplôme du baccalauréat au Bénin, plus de 82 000 candidats livrent l'assaut. Confiance et sérénité, souhait du ministre de l'Enseignement supérieur aux candidats en attendant le top demain lundi, vous l'entendrez. Et puis, c'est un amour intense qu'elle a pour la mode et ça dure depuis sa tendre enfance. Karine Florence Agossois finit par ranger son diplôme en linguistique au placard. Pour la haute couture, nous irons à la découverte de cette passionnée. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part pour Accra. Autour de la table à la rencontre des dirigeants ouest-africains, Patrice Talon y était également ce samedi 19 juin au menu des échanges à cette 59e session ordinaire de la CEDEAO, le progrès des réformes institutionnelles de la communauté, les précisions de Jérôme Mungbo et Mohamed Bio. Le président Patrice Talon s'est envolé ce samedi matin pour Accra, au Ghana. Le chef de l'État a pris part au 59e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Avant les travaux proprement dits, Patrice Talon a eu deux tête-à-tête. Le premier avec son homologue Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Puis avec Mohamedou Buhari du Nigeria. Les échanges ont essentiellement porté sur le réchauffement des bonnes relations de fraternité et de coopération entre nos trois pays. Le sommet d'Accra a réuni tous les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du président malien Assimi Goïta, dont le pays est suspendu après un second putsch des militaires. Les chefs d'État ont débattu du progrès des réformes institutionnelles de la communauté. Ils ont fait un tour d'horizon des questions préoccupantes, notamment, entre autres, la menace terroriste et l'extrémisme violent dans la sous-région, la situation économique post-Covid-19, la question de la monnaie unique ECO au sein de l'organisation. Ce 59e sommet de la CEDEAO arrive 2 semaines seulement après un autre sommet extraordinaire sur la situation au Mali. Outre le Mali, les chefs d'État se sont penchés sur la situation humanitaire en Afrique de l'Ouest, le progrès des réformes institutionnelles de la communauté, la vision de la CEDEAO d'ici à 2050 et l'état des tâches assignées par la 85e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation sous-régionale. Ce sommet se déroulera à l'hôtel Movenpick à Accra. Il faut dire qu'avant cette 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, il y a eu le 15 juin dernier la 46e réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. La 86e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est ensuite tenue du 16 au 17 juin dernier. Après les différents entretiens avec ses pairs de la communauté, Patrice Talon a regagné Cotonou. Retour au Bénin, on part pour le septentrion. Tchaourou fume le calumet de la paix. Le forum sur la réconciliation a été un véritable succès, mais peu avant l'ouverture des travaux du dit forum, quelques participants ont exprimé leurs sentiments et attentes. Michel Dakou leur a tendu le micro. Nous avions tant perdu beaucoup de choses dans la commune de Tchaourou. Et en ce qui concerne les infrastructures, chacun devient conscient que si on y prend garde, ça va faire partie de la cité. C'est pourquoi chacun de son côté doit se dire oui, il faudrait qu'on s'asseye pour dire plus jamais ça. Parce qu'on avait dit pour une première fois plus jamais ça, mais c'est arrivé, c'est revenu. Donc si c'est revenu, ça veut dire alors qu'il faudrait prendre conscience. Tant qu'on ne va pas se dire la vérité, ce ne sera que de l'hypocrisie. Les jeunes sont instrumentalisés.
Il y a des gens derrière, malheureusement, c'est des politiciens qui les manipulent, qui les utilisent, qui leur donnent des sous pour mener ces actions subversives. Donc, c'est la veille permanente, nous n'allons plus laisser faire. Il n'y a pas de raison. Le président Talon a été élu sur la base de son programme, suivant le déroulement de son programme, aidons-le comme nous pouvons. Les retombées, Tcharo aura ses retombées là, puisque Tcharo fait partie de la République. Politique à présent, Claudine Prudencio quitte la tête du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'annonce a été faite lors d'une rencontre tenue avec les autres responsables du dit parti. Fifamé Salomé Atadeji nous en donne la substance. Chers militantes et militants, je quitte mes fonctions de présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Une déclaration surprenante pour les militants de l'UDBN ici présents. L'inquiétude se lit sur les visages. L'émotion s'installe, mais la présidente, du moins l'ex-présidente, console et rassure. Rassurez-vous, je ne quitte pas l'UDBN. Je ne l'abandonne pas non plus. Je me retire pour une fonction tout autant honorifique au sein de notre parti commun. Cette décision de quitter mes fonctions de présidente de l'UDBN est liée à deux raisons fondamentales. La première est mue par ma volonté de ne pas demeurer présidente à vie de notre parti, et je l'assume pleinement. La deuxième raison de mon passage de témoin renvoie au respect de l'idéologie de l'UDBN. La nouvelle Amazone en chef est connue, Sylvie de Chacus. Je suis psychologue, maître de conférences des universités du CAMES et vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales. Un profil assez fourni, un parcours élogieux que la nouvelle chef d'orchestre est appelée à mettre au service de l'UDBN. Je tiens à placer ce mandat sous le signe du travail bien fait et la formation militante de qualité. Nous voudrions vous promettre que la fondation posée, les murs élevés et le toit par vous posé ne seront pas déconstruits. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau connaît d'autres ajustements ce même jour. D'importantes modifications sont faites en vue de la redynamisation du parti. Les nouveaux membres dirigeants sont présentés aux militants. 11e vice-président, et la famille UDBN repart sur de nouvelles bases. Marquons un arrêt à l'université d'Abomey-Calavi. Le Conseil des ministres du mercredi 16 juin 2021 a pris la décision de démolir 2 bâtiments sur le campus d'Abomey-Calavi. Quels sont ces bâtiments à démolir et pourquoi? Pour le savoir, la télévision nationale s'est rendue au centre des œuvres universitaires et sociales et sur le campus d'Abomey-Calavi. Justin Poguet et Wenceslas à Waimo. Séance de répétition sur le campus d'Abomey-Calavi, le bâtiment Hassan II. Benoît s'entraîne ici tous les vendredis soirs, au pied du bâtiment. Mais c'est tel qu'il est à démolir. Le bâtiment Hassan II est construit en 2003. Il sert de résidence aux étudiants. Aujourd'hui, il est délaissé à cause de son état. Même situation au niveau du bâtiment Kim Il-sung, surnommé bâtiment KISS. Canalisation en arrosoir, plafond lézardé. Le bâtiment KISS est un bâtiment que nous avons abandonné parce que nous ne pouvons plus loger nos chers étudiants dans ce bâtiment qui peut tomber à tout moment. Le bâtiment Hassan II a un problème au niveau de la fondation. Et cela fait que les étudiants ne peuvent plus loger dedans parce que ça peut s'effondrer. Ces 2 bâtiments sont source d'insécurité sur le campus parce qu'ils sont squattés par des non-étudiants. La prise de la décision de la démolition se base sur une expertise du ministère du cadre de vie. Le résultat est sans appel. L'État béninois va dépenser beaucoup plus d'argent à réfectionner plutôt qu'à démolir et à reconstruire. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche
d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. Le gouvernement veut construire à la place une salle de spectacle et un complexe omnisport. Herman et Epiphane sont d'anciens locataires du KISS. Cette décision de démolition est arrivée à point nommé, puisque effectivement tout le monde regarde ce bâtiment comme un danger public. Mettre un autre en place, ce n'est qu'une bonne chose. Le gouvernement a bien réfléchi, parce que vraiment depuis 1970 jusqu'à ce jour, vraiment, ça n'en a pas. Je suis séduit en fait, quoi. En attendant l'érection des nouveaux bâtiments prévus, Benoît et ses amis font leur dernier pas de danse au pied de Hassan II. Herman et Epiphane jettent leur dernière carte à la véranda du KISS. 20 juin, date de célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a fait le bilan de la situation des réfugiés au Bénin, suivant la substance de son message. Par ce thème, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés nous rappelle que les gouvernements doivent favoriser l'inclusion des réfugiés dans leurs programmes nationaux à travers leur accès aux soins de santé, à l'éducation et au sport. Dans cette dynamique, j'ai le plaisir de vous informer que le gouvernement de notre pays, qui a toujours été préoccupé par une forte inclusion des réfugiés, a transmis le 17 février 2021 à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection des réfugiés et des apatrides et améliorer leurs conditions de vie. En attendant le vote de cette loi, l'ordonnance numéro 7541 du 16 juin 1975 portant statut de réfugié continuera de garantir les droits des réfugiés et de leur rappeler leurs devoirs. En effet, l'article 6 de cette ordonnance stipule que les bénéficiaires du statut de réfugié reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les bourses, le droit du travail et les avantages sociaux. Chers réfugiés, à l'occasion de cette journée solennelle à vous dédiée et célébrée dans le contexte de la COVID-19, je voudrais vous demander de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières ainsi que tous les tests législatifs et réglementaires de la République. Ainsi, cette édition sera-t-elle marquée par une assistance du gouvernement aux plus vulnérables d'entre vous et par une campagne de sensibilisation des personnes réfugiées de troisième âge ou autres personnes à risque sur la vaccination contre la COVID-19. Passons à présent à cette interrogation. Pourquoi une journée consacrée aux réfugiés? Gisèle Poguet tente de répondre dans cet élément. Regardez. Ils sont réfugiés, ces hommes qui quittent leur pays de gré ou de force. Ils fuient des conflits et des guerres. Ils partent parce qu'ils n'ont plus aucun espoir dans leur pays d'origine. Ils font leurs valises parce que les changements climatiques rendent leurs terres incultivables. L'inondation et l'avancée de la mer détruisent leurs habitations. J'ai senti des vagues qui frappaient et là j'ai eu seulement le temps d'évacuer ma petite famille et puis bon, je n'ai eu que les yeux pour constater le dégât. Ils prennent un aller simple vers l'inconnu. Ces hommes et femmes prennent des risques. Quand ils n'y restent pas, ils vivent à la nouvelle destination sans le minimum, sans rien. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de commodité, pas de travail, pas d'éducation, pas de dignité. En 2019, ils étaient près de 80 millions dans la situation à travers le monde. Parmi eux, 26 millions sont réfugiés, près de 48 millions sont des déplacés internes, plus de 4 millions sont demandeurs d'asile. La Journée mondiale des réfugiés est créée pour leur rendre hommage. Chaque année, le 20 juin, le monde pense à eux. La journée est célébrée depuis 2001. La première fois, c'est pour le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Et depuis quelques années, la Fondation Friedrich Ebert a inscrit
Au Bénin, la migration au rang des thématiques prioritaires dont elle doit débattre. Elle a, dans ce cadre, mis en œuvre depuis 2019 une série d'activités dont la publication d'un livre sur des migrants béninois, une publication soutenue par une exposition photographique. Au vernissage, Patrick Diossou et Igor Ayosso y étaient. Des photographies portraits et à côté de chacune, une légende concise, précise et précieuse sur un pan de vie, une partie du vécu hors de sa nation natale. Le projet Voix des migrants béninois de la Fondation Friedrich Ebert se fait voir au public du 11 juin au 9 juillet 2021, ici au Centre artistique Africa, Sia Agla, à Cotonou. Il n'y a pas un seul motif, qu'il n'y a pas une seule ambition qui amène les gens à partir et à revenir au Bénin. C'est un événement qui interpelle les autorités politico-administratives, mais qui interpelle aussi les parents, les chefs de famille, les jeunes qui grandissent. Il faut se nourrir de l'expérience des autres pour mûrir soi-même. 14 migrants béninois, dont 4 femmes, ont raconté leurs aventures et ou mésaventures hors du Bénin à 2 journalistes, Léonce Gamaï et Afouda Vincent Agué. Quand on voit les Ouest-Africains et autres prendre la Méditerranée et être refoulés à l'entrée des pays de l'Occident, on voit que c'est un problème. Ce n'est pas ça que nous sommes allés chercher, nous. On était à la quête d'histoire personnelle, d'histoire individuelle, d'histoire particulière. Sandé Fréjus Constantin Fiossi a photographié ces personnes pour rendre leurs histoires plus expressives, plus impressives et plus impressionnantes. Autre actualité ce soir, 82 938 candidats sont inscrits pour le baccalauréat session 2021 au Bénin. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre le directeur de l'Office du baccalauréat et les ministres en charge de l'enseignement supérieur et secondaire. Au menu des échanges, le point des préparatifs de l'examen du baccalauréat session 2021 qui se tiendra demain, donc lundi prochain. Rachida Toubiomama et Calvado Amon. C'est un exercice de reddition de comptes qu'effectue le directeur de l'Office du baccalauréat. À quelques jours du précieux examen, il fait le point aux 2 ministres intervenants dans le processus d'organisation. 82 938 candidats inscrits cette année contre 95 413 l'année dernière, un effectif en régression qui s'explique. Avec le système d'EducMaster, monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire, que vous gérez, nous avons pu faire le filtrage entre les candidats opportunistes et les candidats qui se sont vraiment préparés. De ce fait, le nombre de centres de composition lui aussi diminue. De 137 en 2020, il passe à 132 en 2021. 5 sont donc provisoirement fermés. Nous avons pris le soin de visiter ces CEG, de rencontrer leurs responsables et de leur expliquer que ce n'est pas un divorce, que c'est pour mieux se préparer l'année prochaine. À l'heure actuelle, toutes les cantines sont déjà déposées dans les centres. Merci pour tout ce que vous avez fait ici. Félicitations pour la qualité de l'organisation. Je voudrais donc à ce niveau me tourner vers les parents ainsi que vers les candidats pour les rassurer de ce qu'ils vont pouvoir composer dans de très bonnes conditions. Pour lundi prochain, date de démarrage des épreuves écrites, les masques sont disponibles en nombre suffisant pour tous les candidats. Les gels également. Toutes les diligences sont ainsi faites pour que le Bénin, une fois encore, sorte pionnier du baccalauréat dans l'espace UMOA. Et vous le savez donc, les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021 seront lancées ce lundi 21 juin sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 82 938 candidats, on le rappelle, sont appelés à composer dans les 132 centres retenus cette année à la veille de cet examen. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu un point de presse où elle appelle notamment les candidats à croire en eux-mêmes. Suivez ici la substance du message de la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Demain, 21 juin 2021, débute sur toute l'étendue du territoire national
les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021. Cette année, 82 938 candidats, dont 31 931 filles, se lanceront à l'assaut de ce diplôme dans 132 centres de composition. La présente session du baccalauréat est pour moi une source de satisfaction, et ce, à double titre. Premièrement, le taux des filles est passé de 33,95% en 2019 à 36,74% en 2020 et 38,50% en 2021. Ceci prouve que davantage de filles sont scolarisées et qu'elles abandonnent de moins en moins les classes. Deuxièmement, l'effectif des séries techniques est en nette progression par rapport aux années antérieures. Ceci est à l'actif du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, qui, au plan des réformes majeures, a mis l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous devons continuer dans cette direction, gage d'insertion de nos diplômés, mais également source de développement de notre pays. Chères candidates et candidats, il ne me reste qu'à vous inviter à vous munir de vos convocations, vos pièces d'identité en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de composition à l'heure. Ne cédez pas à la tentation de facilité et comptez sur votre travail personnel. J'espère donc de votre part un taux de réussite plus élevé que celui de l'année dernière. Vous suivrez donc l'intégralité de ce message juste après ce journal. Karine Florence Agosso est une jeune dame béninoise passionnée de mode. Malgré ses formations dans divers domaines, elle s'est formée et perfectionnée en couture, une passion qu'elle s'est découverte depuis l'enfance et qu'elle a héritée de sa mère. Son histoire avec Ariane Da Silva et Donatien Falola. Une formation en linguistique, puis en journalisme audiovisuel. C'est le parcours de Karine Florence Agosso. Pourtant, aujourd'hui, elle vit de la couture et s'est donné les moyens d'en faire son métier. J'étais vraiment intéressée par la couture. C'est comme ça que je me suis inscrite. C'était juste 1 an de formation et 6 mois de stage. Aujourd'hui, je suis devenue styliste, créatrice de mode. Pour avoir très tôt compris l'importance de se prendre en charge, de créer de la richesse, Karine s'offusque de voir des jeunes comme elle confinés dans leur zone de confort. Il y a trop de chômeurs chez nous aujourd'hui, des diplômés sans emploi. Il y en a tellement, mais ils n'ont jamais eu l'idée de s'orienter vers la coiffure, la couture, la menuiserie. Pourquoi pas la maçonnerie, par exemple? Tout le monde veut être bureaucrate. Et je voudrais dire à tous ceux qui pensent que la couture, c'est pour les tarés. C'est vraiment faux. C'est de la mathématique, de la physique, c'est des calculs sur des calculs. Pour réussir en entrepreneuriat, il y a des pièges à éviter, selon la styliste créatrice de mode. Je commence une activité, ça me génère de l'argent. On ne fait pas la part des choses. Je peux bouffer comme je veux. Non, c'est faux. Pour réussir une base entrepreneuriale, il faut se donner des objectifs. Et tu te fixes un salaire au début. Et une erreur aussi, j'entreprends, j'engage mes proches. Quelqu'un avec qui j'ai partagé mes repas, tout ça, là, je ne pourrais pas être rigoureuse avec cette personne-là, par exemple. Avec ses multiples formations, Karine Florence Agosso se dit aguerrie pour apporter sa touche au rayonnement de la mode béninoise. Voilà un exemple à suivre. À la faveur d'un atelier de 72 heures, les membres de l'Union interdépartementale des métiers du Bénin et de la Confédération nationale des artisans du Bénin se familiarisent avec le cadre réglementaire de l'artisanat, de l'artisan de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette rencontre se déroule à Boycon, le compte-rendu de Ramatou Lawani et Enoch Oukwati. La nécessité de structurer le secteur de l'artisanat est l'une des priorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, d'où l'adoption depuis 1994 du cadre réglementaire de l'artisanat. 7 ans après sa mise en œuvre, les organisations professionnelles d'artisans du Bénin prennent connaissance du contenu de ce cadre communautaire actualisé en 2018 et imposé aux États membres. En 2003, il y avait déjà eu un document qui capitalise les métiers de l'artisanat. Ce document a été actualisé en 2017.
toujours sur le plan national. Avant que n'intervienne sur le plan de l'UEMOA, le document de 2018. Cet atelier est donc d'importance parce qu'il permet de nous mettre au même niveau d'information et de savoir désormais les décisions à prendre de manière éclairée. Nous avons un autre canevas face auquel nous nous sommes retrouvés pour échanger sur les convergences que cela exige désormais au regard de ce code communautaire. C'est l'une des étapes assez importantes qui permettra à notre pays de nous mettre dans le schéma, le cadre réglementaire qui est donc tracé en matière de nomenclature des activités artisanales. Le code communautaire a donc recommandé qu'un certain nombre de dispositions soient transposées au niveau national. Et nous sommes actuellement très engagés pour mettre en route toutes ces recommandations qui donc engagent notre pays. Cette rencontre entre les acteurs du secteur est l'une des recommandations de l'Union. Passons à présent à l'écho du web. C'est l'heure de notre revue web hebdomadaire. Sur les réseaux sociaux, des supporters désemparés ont exprimé leur déception après la défaite des écureuils face à la Sierra Leone. Dans l'univers TikTok béninois, c'est un challenge à polémique qui fait sensation en ce moment. Les échos du web, une compilation de Maurice Tatan et Fawazdine Olanipep. Colère et déception, des sentiments que les internautes ont exprimés sur la toile après l'élimination de l'équipe nationale de football. C'est un cadeau historique du Bénin à la Sierra Leone. Les écureuils ont tout foutu en l'air pour offrir une nouvelle ère au football de ce pays. Ou encore, je m'étais promis d'enlever mon cœur du football, mais les écureuils m'ont eu. Malgré tout, c'est un reste optimiste. Cet échec peut nous permettre de nous perfectionner à l'avenir, car derrière un échec, il y a une leçon à tirer. Football toujours, mais dans les coulisses de l'Euro cette fois-ci. Au cours d'une conférence de presse, Cristiano Ronaldo a fait la promotion de l'eau au détriment d'une célèbre marque de soda, pourtant sponsor de la compétition. Un geste aux conséquences immédiates, car 24 heures plus tard, l'entreprise américaine qui produit la boisson gazeuse a perdu 4 milliards de dollars sur sa valeur boursière. Paul Pogba a ainsi imité le Portugais en cachant la bouteille d'une marque de bière, elle aussi sponsor du tournoi. Mais ces gestes divisent les internautes et font soulever des interrogations. Peut-on recevoir le prix d'un sponsor alors que nos principes sont diamétralement opposés à ces produits et services? Grosse interrogation à Paul Pogba, posant ici avec le trophée individuel décerné par la marque de bière dont il a caché la bouteille. Le dernier challenge qui fait le buzz actuellement sur TikTok consiste à faire arrêter un conducteur de mototaxi, feindre de monter sur l'engin en 2 roues, se mirer dans ses rétroviseurs avant de continuer sa marche à pied. Tout ceci est filmé par un complice pour être posté sur les réseaux sociaux. Le challenge est peu apprécié. Je trouve ça irrespectueux d'arrêter un zim et de faire semblant de monter, puis de le laisser de la sorte. Et c'est tout ceci qui nous amène à nous poser la question, jusqu'où peut-on aller pour le buzz? Actualité en bonus, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une séance de travail avec les entreprises des secteurs pétroliers, télécommunications et assurances. Objectif, les édifier davantage sur l'importance d'immatriculer leurs employés à la CNSS. Le point de la rencontre avec Génial Afouda. La protection sociale des travailleurs des télécommunications, assurances et secteurs pétroliers fait objet de débat. La Caisse nationale de sécurité sociale sensibilise ses partenaires sociaux sur l'intérêt d'immatriculer tous leurs employés. Dans les secteurs d'activité qui sont les vôtres, on note aujourd'hui un essor des franchises, des représentants commerciaux et des sous-traitants. Ces structures
n'affilient pas malheureusement tous leurs travailleurs et ne s'acquittent pas de leurs obligations sociales. Obligation des employeurs et des travailleurs, sanctions encourues en cas d'inobservance, le régime de sécurité sociale est passé au peigne fin. L'État béninois a axé les cotisations de la CNSS sur les salaires. Il y a un taux qui a été défini et c'est à partir de ce taux qu'on applique ce taux sur les salaires bruts pour pouvoir déterminer les cotisations. Et l'employeur a sa part et le salarié aussi a sa part. En plus des sanctions et des procédures habituelles que la caisse déploie, c'est-à-dire le recouvrement forcé, il y a un volet pénal prévu par le législateur en matière de sécurité sociale. La CNSS est un organisme de prévoyance sociale. Le régime général de sécurité sociale couvre les prestations familiales, les risques professionnels et les pensions. Et puis les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont suivi une conférence sur l'importance et les atouts du numérique, une initiative de l'ONG Ozana qui a sollicité l'appui d'un ingénieur béninois en informatique vivant aux États-Unis. Rebecca Kenjaoundé. Face à ces étudiants, un orateur qui se veut défenseur des atouts du numérique. François-Xavier Atadedji partage avec ses frères et sœurs son expertise dans le domaine du numérique et les opportunités de la technologie. Nous avons le e-learning, nous avons le e-commerce, nous avons le télétravail et l'étudiant béninois doit savoir que l'Internet est là pour être utilisé comme un outil d'apprentissage. Les plus riches aujourd'hui au monde sont des gens qui embrassent quoi? Les métiers du numérique. C'est très important, il faut qu'on vous le dise. Le numérique, ce n'est pas seulement Facebook et WhatsApp. Des initiatives du genre se veulent continues, car le numérique est un secteur d'avenir, mais un secteur en perpétuelle mutation. 4 heures d'horloge n'ont pas suffi pour énumérer tous ces avantages, mais l'essentiel semble avoir été retenu. Ce que j'ai retenu à partir de cette conférence, c'est que désormais, je peux rester à la maison ou au travail et suivre mes cours sans pouvoir me déplacer pour venir dans les amphithéâtres. François-Xavier Atadedji est aussi le fondateur du réseau social Yavedo, une plateforme 100% béninoise conçue à l'image de Facebook avec un site de e-commerce. Voyons cette action contre la déforestation. La Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière bois s'engage dans la réduction des effets de la déforestation. Elle a mobilisé ses membres pour mettre en terre près de 7000 plants dans la commune de Zay. Stanislas Limpon et Daniel Ada. Les opérateurs économiques de la filière bois apportent leur contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sur cet espace dégarni, ils mettent en terre 6500 plants, tout un écosystème à revitaliser. Beaucoup de travaux scientifiques ont montré que des écarts se creusent entre l'offre et la demande. La forêt est sollicitée énormément, ce qui fait que ça ne fait qu'augmenter le réchauffement climatique. Et pour donner une réponse à ça, la meilleure réponse à ce changement climatique, c'est le reboisement. C'est pour contribuer à lutter contre la désertification et la sécheresse. Concernant le suivi de ces jeunes plants, l'Association des opérateurs économiques de la filière bois rassure de la stratégie définie. Je vais veiller à l'entretien de ces plants, à se planter un arbre. Ce que ça veut dire, c'est grand. Je les remercie beaucoup. Si chaque année, on peut toutefois choisir la commune de Zay et choisir un arrondissement pour le reboisement, ça me fera beaucoup plaisir et fera plaisir à la population de Zay. Ce reboisement intervient au lendemain de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée chaque 17 juin. Cette édition met l'accent sur la transformation des terres dégradées en terres saines.
Et on passe à l'actualité internationale. Le premier tour des élections régionales et départementales en France. En Birmanie, le pape François déplore les milliers de déplacés mourant de faim. Robert Copin-Edor nous assure la compilation. En France, Carole Delga, présidente sortante du Parti socialiste de la région Occitanie, candidate à sa réélection, vote à Marthe-Tolosan pour le premier tour des élections régionales et départementales. Au bout d'une campagne anesthésiée par la crise sanitaire et alors que la vie semble retrouver un semblant de normalité, l'intérêt n'a jamais décollé. Les résultats de ce soir vont conditionner les alliances. On verra si c'est une triangulaire, une quadrangulaire. Il y a beaucoup d'inconnus. Donc moi, dans tous les cas, mon programme il restera le même. Ça, je l'ai toujours indiqué. Nous avons travaillé ardemment, durement pendant 6 ans. Le projet qu'on veut continuer à mettre en place, de concilier l'économie et l'écologie, il restera le même. Donc ce soir, il n'y aura pas, pour ma part, de tambouille politicienne. On restera ferme et vraiment toujours dans la clarté sur le même programme. Pendant ce temps au Touquet, Brigitte et Emmanuel Macron s'offrent un bain de foule après avoir voté. Bon dimanche à vous. Unissant sa voix à celle des évêques de Birmanie, le pape François déplore le fait que des milliers de personnes sont déplacées dans ce pays et meurent de faim. J'unis ma voix à celle des évêques de Birmanie qui ont lancé un appel la semaine dernière, appelant à l'attention du monde entier l'expérience tragique de milliers de personnes qui sont déplacées dans ce pays et qui meurent de faim. La Birmanie est plongée dans le chaos depuis le coup d'État du 1er février et la répression brutale menée par l'armée birmane contre les manifestants réclamant le retour de la démocratie. L'Angleterre lance la campagne de vaccination à tous les plus de 18 ans et le club de football Tottenham propose son stade comme centre de vaccination. Il accueille ce dimanche plus de 3000 inscrits et propose également des vaccins sans prise de rendez-vous. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bonne semaine à tous et à toutes.